Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, on va commencer. On laissera bien les personnes rentrer qui sont un peu en retard, rentrer dans la salle progressivement. Il y a déjà pas mal de monde qui est arrivé. Je me présente, je suis Fabrice Moulin, je suis responsable du pôle marketing territorial et formation au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France et avec Anne-Christine Bulourde qui est chargée de formation dans notre pôle. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire, d'accueillir également et surtout Cyril Blanchet qui va parler aujourd'hui, qui va nous parler. Cyril Blanchet qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication sur les questions du tourisme et du numérique. Il est spécialisé, il étudie le concept de smart tourisme. Il est auteur du dictionnaire tourisme et numérique et responsable pédagogique à l'école de tourisme ESCAET et également chroniqueur chez Tom Travel. Donc voilà, ça fait une belle carte de visite pour parler avec nous d'un sujet qui l'intéresse et qui nous intéresse vraiment et encore plus aujourd'hui dans l'actualité, dans la stratégie, le schéma régional du tourisme qui met l'accent sur le développement durable du tourisme, le tourisme durable, et la question que les professionnels se posent très souvent, qui est l'articulation entre la technologie et le tourisme durable. Donc, on va voir avec Cyril si et comment les technologies contribuent au développement durable du tourisme, voir aussi de quelles technologies on parle, quelles sont les définitions, quelle est leur intensité, et savoir s'il y a une opposition ou une cohabitation entre les technologies, le numérique et le tourisme durable. Donc voilà, beaucoup de questions qui sont au cœur des réflexions du développement du tourisme en Île-de-France et de ses professionnels. Je suis ravi qu'on vous propose aujourd'hui ce programme, ce webinaire qui est enregistré, je vous préviens, pour que vous puissiez évidemment le revoir et d'autres en replay sur notre site pro. Et je vais laisser la parole à Cyril et puis il y aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Très bon webinaire et merci beaucoup Cyril. Je vous laisse la parole. Très bien, merci Fabrice, bonjour à tous. Je vais commencer peut-être par essayer de partager mon écran. Vous allez me dire si c'est bon de votre côté. Alors, tac. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est lancé de votre côté? Ça marche. Oui. Très bien, je vous remercie. Donc l'objectif en fait de cette matinée, c'est essayer de comprendre un petit peu l'opposition qu'on peut voir parfois entre la notion de tourisme durable et la notion de technologie. Je me souviens lors d'une intervention que j'avais fait en conférence à l'IFTM, j'avais fait une présentation des différentes technologies qui existaient aujourd'hui dans l'actualité, qui étaient en train de transformer peu à peu le secteur, et une dame était venue me voir à la fin de la présentation pour me dire écoutez, moi je suis rassuré parce que je vois bien que d'un point de vue actualité, d'un point de vue média, il y a une forte tendance, une forte injonction à partir dans les technologies. Pour autant, je ne m'y retrouve pas et je n'ai pas le sentiment qu'on parte dans une notion de durable, de responsable. Et donc, il y avait un enjeu aujourd'hui à essayer de déconstruire un petit peu cette peur ou cette crainte que l'on peut associer aux technologies. Donc, rapidement, on m'a présenté rapidement. L'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer de maîtriser un petit peu le vocabulaire du numérique, alors de manière très vulgarisée. Et lorsqu'on parle de vulgarisation, on a toujours cette notion que ce n'est pas tout à fait juste, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. Donc, on va essayer de vulgariser très rapidement certains vocabulaires du numérique.
L'idée aussi, c'est de prendre connaissance des tendances et des enjeux qui sont liés autour du numérique, essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui de quoi on parle lorsqu'on parle de numérique responsable, par exemple, et identifier des initiatives inspirantes pour questionner un petit peu les activités, voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, quelles orientations on pourrait prendre autour de ce numérique responsable, de ce tourisme durable et de cette organisation technologie et développement durable. Rapidement, aujourd'hui, pourquoi ce terme de technologie est intéressant? Pourquoi il est important? Parce que historiquement, on a beaucoup associé les technologies à la notion de progrès. Cette idée que finalement, la société, va toujours dans un sens qui est plutôt positif. C'est un peu l'expression, bah, c'est ça le progrès. Aujourd'hui, on avance et on se rend compte que, cette confiance en les technologies, en les politiques ou en la recherche, bah, des fois, elle peut être questionnée. Parce que ce progrès, il peut faire peur. Il y a beaucoup de transformations et finalement, entre ce progrès qu'on arrive à construire de manière technologique et nos attentes en termes d'expérience touristique, en termes d'expérience voyageur, elles peuvent être parfois en contradiction. Donc pour y répondre, on va essayer de répondre à la problématique. Les technologies contribuent-elles au développement durable du tourisme en 3 temps? Le premier, c'est revenir sur, l'essor des technologies, de quoi on parle vraiment aujourd'hui, à savoir le big data, l'automatisation, la robotisation, les notions de virtuel et les notions de mobilité. Ensuite, on va revenir sur l'intensité que peuvent avoir les technologies dans l'expérience voyageur. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir de vision manichéenne, c'est tout noir ou tout blanc. Non, les technologies ont des intensités différentes dans l'expérience voyageur. Et ensuite, on essaiera de questionner un petit peu ce lien entre technologie et initiative durable. Aujourd'hui, quel nom, quelle expérience, quelle initiative peuvent nous inspirer. Juste un point aussi avant de démarrer, sur cette notion de tourisme durable. Bon, il faut partir du principe aujourd'hui qu'il n'y a pas de consensus sur sa définition, enfin, ou en tout cas de législation qui définirait parfaitement la notion de tourisme durable. On l'a à l'échelle de l'OMT, de l'Organisation mondiale du tourisme, avec ses fameux piliers économique, social et environnemental. On l'a beaucoup moins dans la législation européenne et française. Et c'est Chloé Rezlan qui rappelait dans un magazine de Stratégos que le législateur ne prenne pas la peine de définir la notion peut avoir un impact assez important en termes de greenwashing, à savoir essayer de disculper la responsabilité des entreprises en trompant les consommateurs, mais aussi peut apporter une difficulté auprès des acteurs eux-mêmes qui vont essayer de mettre en place des initiatives durables, mais sans avoir une définition qui est identique et donc avoir un engagement qui est suffisant ou pas pour les uns et les autres. Donc juste pendant ce webinaire, il faudra faire attention à cette notion de tourisme durable. Pour certains, les initiatives et les exemples qui seront présentés seront suffisants pour être du tourisme durable et pour d'autres, non. Et ce n'est pas de ça qu'on va juger aujourd'hui, ce n'est pas sur ça que se porte la conférence. C'est essayer de comprendre surtout cette articulation entre des initiatives durables et des initiatives technologiques. Donc on n'est pas là pour savoir si on est sur du durable, sur du greenwashing ou autre chose. D'accord? Donc c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Donc, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur les technologies qui ont tendance à beaucoup construire notre quotidien déjà à titre personnel et ensuite d'un point de vue professionnel et expérience touristique. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une expérience touristique sans technologie, que ce soit la réservation de prestations en ligne, la visibilité qu'elles peuvent avoir et parfois même l'utilisation de tablettes, l'utilisation d'ordinateurs ou de smartphones sur place pour pouvoir augmenter l'expérience touristique. Donc la première technologie sur laquelle on va se concentrer, c'est la notion de big data. Big data, on en parle beaucoup et on en parle beaucoup depuis une dizaine d'années parce que toutes les technologies qu'on utilise vont enregistrer des interactions et donc vont créer une donnée. Et comme aujourd'hui, on utilise de plus en plus de technologies, eh bien, on a de plus en plus de données et donc des données massives.
Pour essayer d'illustrer cette notion de big data, j'aime bien prendre une recherche académique des chercheurs Lee et compagnie, qui s'appelle Big Data and Tourism Research. Et en fait, ils ont étudié aujourd'hui toutes les données touristiques qui pouvaient exister dans la littérature académique et ils ont essayé de les classer pour comprendre d'un point de vue un petit peu plus concret de quoi on parlait lorsqu'on précise la notion de données touristiques. C'est très présent dans l'actualité, cette notion de big data, mais concrètement, c'est très difficile à comprendre. Donc, ils ont différencié les données en trois parties, les données issues des contenus utilisateurs, les données issues des dispositifs techniques et les données de transaction. On va revenir sur chacune d'entre elles. La première donnée que l'on peut catégoriser en termes de big data dans le tourisme, ce sont les contenus utilisateurs ou les User Generated Content, les UGC. Ici, ça va être tous les contenus qui sont créés par les voyageurs lors de l'expérience touristique, voire en amont, en aval. Ça va comprendre les avis en ligne, les blogs, les récits de voyage, les tweets ou encore les photographies. Tout ça, c'est bien créé par le voyageur et on voit que ce sont des données, des traces numériques qui sont laissées sur Internet et qui peuvent être utilisées aujourd'hui pour essayer de comprendre un petit peu mieux à quoi peut correspondre une expérience touristique. Par exemple, des avis en ligne peuvent permettre de mesurer la satisfaction des voyageurs en essayant de savoir si les sentiments sont plutôt positifs ou plutôt négatifs. Donc, on utilise ces commentaires, on fait tourner un algorithme et on essaye de comprendre ce sentiment de manière générale. Ensuite, les données des blogs et les récits de voyage peuvent établir des routes touristiques et des périodes d'affluence sur les destinations. On essaye de comprendre un petit peu la saisonnalité des destinations, essayer de comprendre un petit peu le nombre de publications tout au long de l'année. Enfin, les photographies peuvent permettre d'explorer l'activité des visiteurs et les points d'intérêt en étudiant les métadonnées qui y sont associées. Typiquement, si vous allez sur Instagram, sur Pinterest, etc., vous allez avoir plein de tags, vous allez avoir plein d'éléments autour de cette photographie qui vont permettre de la caractériser, que ce soit d'un point de vue de géolocalisation ou d'un point de vue expérience associée, donc des termes qui seraient associés à cette expérience sur place. Donc les avis en ligne, les blogs, les photographies, ce sont bien des données créées par les utilisateurs et ces données peuvent être utilisées pour essayer de comprendre un petit peu mieux l'expérience voyageur et ensuite essayer d'agir dessus. Sur ce premier point de contenu utilisateur, on a deux recherches académiques que je vais présenter qui sont assez intéressantes pour essayer de comprendre comment on a utilisé le big data pour mieux comprendre l'expérience voyageur. La première, c'est une recherche de Sébastien Jacot, Gaël Cherréron et Saskia Cousin sur le tourisme de mémoire. Ils ont essayé de comprendre en Normandie comment cette notion de tourisme de mémoire s'exprimait. Donc, ils sont allés récupérer des données sur différents réseaux, Flickr, Instagram, TripAdvisor, et ils ont essayé de les structurer et de les transformer en cartographie. Et donc, ça permettait finalement d'observer la pratique mémorielle et d'essayer d'observer où étaient les lieux touristiques majeurs et d'en faire émerger des nouveaux. Pour essayer de comprendre, finalement, on n'avait pas compris qu'il y avait une relation entre les sites, on n'avait pas compris qu'ici, il y avait un point d'intérêt sur la destination. Donc, ça permettait de faire émerger des informations au plus proche des voyageurs, de leurs habitudes et de leur comportement. Par contre, une limite sur ces recherches-là, l'identification d'une communauté de pratique n'implique pas, loin s'en faut, une communauté d'expérience. Ici, on connaît simplement là où ils se sont arrêtés, mais on n'avait pas d'éléments sur comment s'est passée l'expérience sur place, pourquoi ils se sont arrêtés ici, qu'est-ce qu'ils ont fait sur place, combien de temps ils sont restés. C'est simplement une donnée qui nous dit, à un moment donné, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils se sont arrêtés. Donc ça, c'est une première recherche qui est intéressante. La deuxième, elle est sur l'offre de Airbnb dans l'île de Ré, pardon. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, finalement, est-ce que le développement d'une offre Airbnb avait un impact sur la vie des résidents et l'expérience voyageur des visiteurs.
Donc là, l'idée, c'était de questionner les évolutions liées à l'hébergement touristique pour comprendre les mutations qui étaient causées par Airbnb. Donc, ils ont, pareil, récupéré des données qui étaient issues d'une base de données Airbnb. Ils ont essayé de les cartographier, d'essayer de questionner un petit peu les différentes typologies, le type d'offre, la capacité, le confort, le prix, etc. Et ils ont pu démontrer avec cette étude que Airbnb avait un impact réel sur le développement et la valorisation d'espaces périphériques. Et donc, ça nécessitait de repenser l'usage du territoire. Parce que, initialement, certains quartiers étaient construits dans une vision résidentielle pour pouvoir vivre dans une vision résidentielle et donc avec, par exemple, des mobilités qui étaient associées. Mais si cet usage se transforme et devient touristique, alors les mobilités doivent être repensées, les routes doivent être repensées, les espaces de stationnement doivent être repensés. Et donc, Airbnb montrait bien qu'il y avait des nouveaux espaces aujourd'hui qui étaient plutôt à usage résidentiel, qui devenaient touristiques. Et donc, il fallait essayer de questionner finalement cet usage-là. Et donc, ces données-là, qui étaient directement issues des données utilisateurs, permettaient de comprendre un petit peu comment elles se construisaient. Le deuxième type de données, donc on n'est plus sur les données utilisateurs, ce sont les données issues de dispositifs techniques, les devices data. Donc là, ce sont toutes les données qui sont enregistrées par des appareils. Voilà, quand on voyage, on va utiliser des smartphones, on va utiliser une montre connectée, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir enregistrer toutes les données qui en émergent. Donc là, on va avoir par exemple les données GPS qui peuvent permettre de reconstituer les déplacements des voyageurs, les données mobiles qui vont permettre de représenter la saisonnalité en fonction des différents profils des voyageurs, des résidents, ou les données météo aussi qui permettent de faire émerger par exemple le lien entre la météo, parce que lorsqu'il fait mauvais, que font les voyageurs, et l'expérience réelle. Bon, j'ai vu que dans la liste, il y avait Jean-Michel Comtet pour Orange Prévision Tourisme. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous connaissez sans doute cette initiative qui permet de récupérer, alors j'ai une ancienne slide, mais qu'il faudrait sans doute mettre à jour, qui permet de récupérer des données qui sont issues des smartphones, donc qui sont bien des dispositifs techniques, pour essayer de les traduire en expérience réelle sur la destination. Donc, on va géolocaliser les mobiles d'Orange. On va essayer de collecter ces données. On va redresser ces données pour essayer d'avoir un taux de voyageurs réels sur la destination. Et ensuite, on va les traduire en indicateurs et en analyse. Donc, ces données nous permettent de comprendre, de rendre compte des taux de fréquentation, on va dire, de la destination. Le troisième type de données, ce sont plutôt les données de transaction. Donc là, c'est plutôt lié aux recherches en ligne, par exemple. On se rend compte que suite à un reportage Arte, on va dire sur une destination, il y en a une très forte recherche Google du public français par rapport à cette destination. Donc potentiellement, on va avoir un engouement, potentiellement un flux de voyageurs. Là, on est vraiment sur l'hypothèse. Mais on peut aussi analyser directement les flux bancaires. Une limite qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est connaître l'expérience voyageur sur place et donc savoir qu'est-ce que les voyageurs vont réserver, quand est-ce qu'ils vont au restaurant, qu'est-ce qu'ils vont acheter comme souvenir, par exemple. Donc là, les données de carte bleue nous permettent d'avoir cette précision dans l'expérience voyageur. Donc, si je reprends simplement cette notion de big data aujourd'hui, le terme en lui-même peut être très vaste, parce qu'il regroupe quelque chose d'intangible, à savoir la donnée. Par contre, d'un point de vue concret, on a des éléments. Ce sont soit des données utilisateurs, soit des données qui sont issues de dispositifs techniques, comme un smartphone, soit des données qui sont issues de transactions, comme par exemple la carte bleue. Je vais aller plus loin sur cette notion de données, on y reviendra après sur les limites, et je vais partir plutôt sur une deuxième, on va dire, vague technologique, à savoir l'automatisation et la robotisation. Aujourd'hui, la plupart des activités sont automatisées. L'automatisation, c'est substituer l'homme à la machine, en espérant que les tâches qui sont répétitives, qui sont fatigantes pour l'homme, soient simplifiées par la machine. Alors, on le voit beaucoup dans la science-fiction, hein, parce que c'est toujours un petit peu
spectaculaires. L'automatisation, à travers, par exemple, l'intelligence artificielle, peut nous aider à prendre des décisions. C'est le cas, pour ceux qui connaissent, dans Iron Man, où on va avoir une intelligence artificielle qui va nous aider à évoluer au quotidien. Elles peuvent influencer nos volontés. Imagine, c'était le cas dans Minority Report en 2002, où on avait une intelligence artificielle qui prédisait les crimes, et donc on allait pouvoir enfermer les personnes avant même qu'elles commettent les crimes. Donc ça permet, voilà, d'influencer certaines volontés, d'anticiper de manière générale, et de repenser les interactions. On le voit par exemple avec Her, le film Her, où on a une intelligence artificielle qui va avoir une amitié avec le personnage principal. Donc on voit que cette notion d'automatisation, notamment à travers l'intelligence artificielle, peut essayer de remplacer l'homme par la machine. Lorsque ça reste uniquement dans un algorithme, une intelligence artificielle, on parlera d'automatisation. Et lorsque cette automatisation prend vie dans une structure, on parlera de robotisation. Là, j'ai partagé des images de l'hôtel Enna au Japon, où ils ont remplacé les hôtes d'accueil par des robots. C'est un concept. Alors ici, les robots prennent soit une forme humanoïde, soit une forme de dinosaure. Donc l'idée, est-ce que ça a du sens parce que simplement une tablette d'accueil aurait été suffisante? Est-ce que c'est important de créer ce visage, cette structure humanoïde ou cette structure de dinosaure? Aujourd'hui, on est plus dans l'anecdotique que dans réellement ce besoin de robotisation pour donner le sentiment d'avoir quelqu'un en face de nous. Donc l'automatisation prend beaucoup part dans le secteur du tourisme et la robotisation, elle est un petit peu plus pour le moment anecdotique. Toujours sur cette notion d'automatisation ou de robotisation, on a aussi les termes d'objets connectés et d'IoT, Internet of Things, qu'on appelle aussi Internet des objets. Bon, les objets connectés, on les a au quotidien, on en a parfois chez nous, on peut avoir une télé connectée, un frigo connecté, voire une machine à café connectée. Et ces objets connectés, lorsqu'ils sont construits dans un même réseau, lorsqu'ils sont reliés dans un même réseau, ils créent ce qu'on appelle un Internet des objets, ou en anglais Internet of Things, qu'on voit beaucoup sous l'acronyme IoT. Donc, c'est uniquement lorsqu'on crée un réseau qu'on crée un Internet des objets. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui est trottinette free-floating ou vélo free-floating qu'on voit émerger depuis quelques années, où en fait, on va avoir une trottinette qui, à l'échelle individuelle, est seulement un objet connecté, à savoir une trottinette connectée à son smartphone, mais comme elle est connectée à toutes les autres trottinettes, comme elle est connectée à tout un ensemble, tout un réseau, là, ça devient un Internet des objets, un IoT, parce qu'il y a cette notion de réseau, de manière générale. C'est la même chose pour la voiture autonome, où on peut considérer que c'est un objet connecté, une simple amélioration de la voiture, mais le fait qu'elle soit connectée avec tout l'environnement d'une ville lui permet d'accéder, on va dire, à cette notion d'Internet of Things ou d'objets connectés, d'Internet des objets, pardon. Donc, si on reprend sur cette notion d'automatisation, de robotisation, c'est l'usage des technologies pour pouvoir améliorer, on va dire le quotidien, l'automatisation sur l'aspect de l'intelligence, la robotisation sur l'aspect de réel et l'Internet des objets sur le réseau que tous ces objets, toute cette automatisation, toute cette robotisation peut construire aujourd'hui. Autre point important aujourd'hui que l'on questionne de plus en plus, c'est cette notion de virtuel. Alors, il y a quelques années, il y avait une peur, on va dire, autour de cette notion de virtuel, en se disant que le virtuel allait remplacer l'expérience réelle. Bon, ça fait quand même quelques années que la réalité augmentée et la réalité virtuelle existent, et on n'a toujours pas d'éléments qui viendraient justifier cette crainte. On a toujours de plus en plus de voyageurs à l'échelle internationale, à l'échelle nationale. On parle de revenge travel. Donc, il y a vraiment cette volonté de voyager, de se déplacer. Et cette notion de virtuel ne vient pas remplacer l'expérience du réel, ou en tout cas, on n'a pas d'éléments qui viendraient le prouver concrètement. Donc, juste la différence réalité augmentée, réalité virtuelle, je ne sais pas si elle est claire pour tout le monde. La réalité augmentée, ça va simplement consister à superposer une couche du virtuel en 2D ou en 3D sur un écran,
on prend souvent l'exemple de Pokémon Go, où on a son smartphone et on va essayer de filmer tout ce qui est autour de nous. Et on peut avoir un Pokémon qui va s'ajouter sur cette réalité, sur notre portable. Donc là, on est sur de la réalité qui est augmentée avec un numérique et à travers un dispositif. Et la réalité virtuelle, bien plus immersif, on va mettre un casque de réalité virtuelle et ça va nous permettre de nous immerger directement sur la destination. Donc on le voit, hein, c'est beaucoup utilisé, notamment sur tout ce qui est culture. Je vous ai partagé l'exposition Revivre du Muséum d'Histoire naturelle qui permettait à des animaux disparus de revivre avec la réalité virtuelle pendant la visite. On avait Timescope aussi qui nous permettait de retrouver le Paris c'était 18e sur les rives de la Seine. Et on a évidemment tous les ateliers lumière qui aujourd'hui revalorisent les œuvres d'art. Donc, cette notion du virtuel, elle est beaucoup utilisée. Elle prend différentes formes. Elle peut avoir un masque de réalité virtuelle, comme simplement un smartphone, et ça questionne directement notre quotidien, mais ça ne le remplace pas directement aujourd'hui. Toujours sur cette notion de virtuel, c'est l'étape supérieure, c'est cette notion de métavers. Le métavers, globalement, ça va être l'utilisation de réalité virtuelle, mais dans un but plus social, dans cette idée qu'on va s'immerger dans un environnement social, dans un réseau social. Donc le métavers, globalement, c'est un réseau social qui va utiliser la réalité virtuelle pour pouvoir essayer de construire des activités sociales. Bon, évidemment, dans la science-fiction, c'est Ready Player One qui est un petit peu le fer de lance de cette notion de métavers. Donc, c'est un film de Spielberg qui montre comment, dans un monde dystopique, évidemment, hein, c'est la science-fiction, on va utiliser les technologies pour pouvoir s'extraire de ce monde et découvrir un nouveau monde. Bon, nous, on a de la chance, on n'est pas encore dans un monde dystopique. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser le métavers pour pouvoir s'immerger dans un monde qui aurait des tendances plus positives, qui aurait cet engouement un peu plus positif. On a encore la chance d'avoir un environnement qui est très favorable pour pouvoir visiter. Et le métavers, aujourd'hui, ne souhaite pas remplacer ce réel. Lorsque vous interrogez, par exemple, Weekland, donc, qui est une start-up qui se spécialise sur la construction de métavers, aujourd'hui, en aucun cas, leur discours se porte sur le remplacement de l'expérience réelle par le métavers. Et ils sont bien sur l'utilisation du métavers pour rendre visibles des destinations et essayer d'encourager le déplacement des voyageurs sur les destinations. Donc de la même manière qu'on avait peur de la réalité virtuelle il y a quelques années au profit d'une expérience réelle, ici la peur du métavers qu'on a aujourd'hui et le débat qui voudrait que le métavers remplace l'expérience du réel, il est assez stérile parce que finalement, ce n'est pas du tout l'objet. Le métavers est juste un canal de communication supplémentaire pour rendre visibles des destinations. Voilà. Enfin, dernière technologie, et ensuite on passera à des exemples plus liés sur l'environnement. C'est toutes les mobilités qui, évidemment, sont questionnées aujourd'hui. Les mobilités ont un impact évident sur l'environnement et tout est questionné aujourd'hui autour de ces mobilités. Alors, on l'a vu, hein, les véhicules autonomes sont déjà questionnés. Tous les constructeurs automobiles se positionnent dessus. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur cette notion de véhicule autonome. On a la notion d'hyperloop. Alors, l'hyperloop, c'est l'image que je vous ai mis en haut à droite. Donc, c'est une capsule qui serait projetée très rapidement dans un tuyau où il n'y a pas de frottement. C'est une technologie qui avait été développée par Elon Musk et il a considéré qu'il avait trop d'activités, qu'il ne pouvait pas le développer. Donc, c'est une technologie qui est libre de droit. Et donc, tout le monde peut créer son hyperloop. Donc, il y a différentes initiatives qui sont faites à l'international, mais très peu ont réellement été construites et semblent pouvoir être démocratisées dans le secteur. Ensuite, on questionne évidemment les transports alternatifs. Aujourd'hui, les grands opérateurs comme Airbus essayent de construire des prototypes d'avions, soit à travers du SAF, des technologies qui sont durables, soit à travers l'usage de carburants bio, durables, etc. Ils ont un objectif parce qu'en 2050, ils auront l'obligation d'avoir une empreinte carbone qui est nulle. Par contre, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps et aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc, les mobilités aujourd'hui sont beaucoup questionnées et les solutions apportées sont encore très... on n'y est pas encore, de manière générale.
Juste, si on reprend les grandes technologies aujourd'hui qui questionnent un petit peu notre secteur, on a vu qu'il y avait cette notion de big data qui vient complètement transformer notre compréhension du secteur, cette notion d'automatisation, de robotisation, d'Internet des objets qui vient un petit peu questionner notre lien avec l'environnement, cette notion de virtuel qui questionne cette hybridation entre le réel et le virtuel, et les mobilités qui sont questionnées de manière générale. Donc, une fois qu'on a vu tous ces éléments, on a plein d'autres innovations, on a plein d'autres technologies qui sont en train d'arriver, mais l'essentiel pourrait se concentrer sur celle-ci. Alors, il y a des limites autour de ces différentes technologies qui sont assez importantes et qui vont questionner cette notion de durable, notamment sur l'aspect social et sur la place que vont prendre l'humain dans le développement de ces technologies. Alors, le premier, donc surtout autour du big data, c'est qu'il faut faire attention autour de toute cette nouvelle technologie qui est en train d'arriver, qui est en train de questionner notre secteur, parce qu'il y a toujours un engouement. C'est ce qui peut arriver, par exemple, aujourd'hui autour du métavers. Il y a un engouement qui est très fort. Et c'est ce qu'on appelle le cycle du hype. C'est la courbe qui est présentée ici à l'écran, avec cette idée que lorsqu'une nouvelle technologie va émerger, comme la 5G par exemple, comme le métavers, comme l'IoT, l'Internet des objets, d'un coup, ça va prendre de l'ampleur dans l'actualité. On va en parler parce qu'il y a un engouement, parce que c'est frais, c'est innovant, ça va être très présent dans l'actualité. Et donc, ça va créer une pression auprès des acteurs pour pouvoir se dire, je dois me positionner là-dessus ou à minimum, je dois me questionner dessus. Et puis, une fois qu'on s'est questionné et qu'on a vu que les usages étaient assez restreints, ça redescend. L'intérêt redescend. La hype redescend. C'est ce qu'on appelle le cycle de hype. Mais ça ne veut pas dire que cette technologie était mauvaise. Ça ne veut pas dire que cette technologie n'était pas appropriée. Donc petit à petit, elle va remonter et se positionner sur des initiatives qui sont concrètes, qui sont réelles. Donc sur toutes ces technologies que l'on voit au quotidien, il faut faire attention à cette courbe du hype pour savoir où est-ce qu'on se situe. Aujourd'hui, dans le métavers, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on n'est pas tout en haut de cette courbe du hype, où on se dit tous qu'il faut y aller, ou en tout cas on le questionne? Et dans 6 mois, on en parlera peut-être beaucoup moins, et on verra réellement émerger les autres, les initiatives concrètes et pertinentes que dans plusieurs mois, voire quelques années. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser ou qu'il ne faut pas questionner cet usage-là. Donc, la deuxième limite qu'il faut identifier, c'est la représentativité de ces technologies, notamment autour du big data. Aujourd'hui, il y a ce fantasme autour du big data. Si vous n'utilisez pas le big data, si vous n'utilisez pas vos données touristiques, que vous ne les exploitez pas, potentiellement, vous seriez moins visible, ou potentiellement, vous allez vous tromper de cible, ou potentiellement, vous n'arriverez pas à ultra personnaliser l'expérience du voyageur. Donc, il faut quand même prendre un peu quelques précautions autour de cet engouement autour des données massives. Donc là, c'est une recherche en 2016 qui précisait déjà qu'aucune collection de données, aussi grande soit-elle, ne peut être exhaustive. Donc, les données que l'on va récupérer sur l'expérience voyageur, par exemple, ne me permettront jamais de représenter totalement l'expérience du voyage, même si on en a énormément. Elles ne représenteront jamais la complexité et les particularités que pourront avoir cette expérience voyageur. Ensuite, le monde algorithmique de découverte imposé par l'investigation à l'échelle du big data ne conduit pas à des vérités irréfutables. Ce n'est pas parce que des données vont faire émerger une connaissance, vont faire émerger une information qu'elle est juste. Parfois, elle peut être mal construite, mal interprétée ou mal représentée. Donc, la confiance en les données sont pertinentes, mais cette confiance ne doit pas être aveugle. Et elle doit quand même nous laisser la capacité de pouvoir juger de leur qualité. Enfin, les connaissances ne sont pas immanentes aux données. C'est ce qu'on avait vu avec les recherches sur le tourisme de mémoire juste avant. Ces données, elles nous donnent des informations. Par contre, c'est bien à nous d'aller les analyser et d'aller faire des liens entre ces données et notre connaissance des destinations. Une donnée ne va pas parler d'elle-même. Elle ne sera pas suffisante pour partager des informations. Donc, on a besoin d'avoir cet esprit humain qui va les analyser, même si elles vont donner des tendances. Troisième point, c'est cette notion de gouvernance. Là, ça va plutôt être lié à tout ce qui est automatisation et émergence de plateformes qui se situent comme des nouveaux acteurs. Aujourd'hui,
ces nouveaux acteurs ont tendance à être un petit peu un contre-pouvoir et avoir un impact de plus important, sur la gestion des destinations et les décisions que l'on va pouvoir prendre pour pouvoir gérer ces destinations. Bon, c'est typiquement le cas de Airbnb. Effectivement, Airbnb, et c'est ce qu'on a vu avec l'île de Ré, va avoir un impact sur la manière dont on va gérer une destination. Donc finalement, ces plateformes-là peuvent se positionner comme un contre-pouvoir. Et dans cette notion de tourisme durable, de tourisme responsable, il y a toujours cette notion de social et cette manière dont on souhaite construire le secteur du tourisme. Et la manière dont on construit le secteur, des fois, se repose beaucoup sur les décisions des institutionnels, et on se rend compte que ces décisions stratégiques des institutionnels ne sont plus uniquement le seul pouvoir pour gérer ces activités touristiques, et qu'on a des nouveaux acteurs, notamment les plateformes, qui sont en train de prendre une place de plus en plus importante. Donc, dans ces nouvelles technologies, c'est bien parce qu'elles améliorent l'expérience touristique, mais il faudra bien garder en tête qu'elles peuvent se positionner comme un contre-pouvoir et qu'elles peuvent impacter évidemment les décisions que l'on peut prendre sur la gestion d'une destination. Là, une citation de Thiolien qui précisait en 2018 : « La révolution numérique ne saurait se réduire à une simple révolution technique, c'est avant tout une révolution des pouvoirs. » Donc, dans cette construction du tourisme de demain, dans cette construction du tourisme, du tourisme durable et responsable que l'on souhaite avoir, il faut garder en tête finalement qui prend les décisions, comment ces décisions sont partagées et quel contre-pouvoir on peut maîtriser ou non. Donc, il faut faire attention dans toute l'émergence de ces nouvelles technologies, qui sont les acteurs qui les conduisent, qui les créent, et quel impact ça peut avoir sur les sociétés. Enfin, le quatrième point sur une limite qui est assez importante, ça va être la fracture numérique. Alors, la fracture numérique, de manière générale, c'est plutôt à une échelle internationale, ça va être défini comme l'écart entre les pays relatifs, l'écart entre les pays liés aux nouvelles technologies, à l'usage des technologies. Bon, on fait souvent la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, avec les pays du Nord qui ont un très bon usage du numérique et les pays du Sud qui restent encore en développement. Et finalement, ça se retrouve quand même à l'échelle nationale. Donc, on le voit par exemple d'un point de vue générationnel, où on va avoir des personnes plus âgées qui vont avoir un usage du numérique moins important que, évidemment, des personnes plus jeunes. Mais ça se retrouve aussi à l'échelle du tourisme et des différents acteurs. On va avoir des acteurs qui vont avoir un usage extrêmement important des nouvelles technologies, qui vont parfaitement maîtriser leurs données, qui vont parfaitement maîtriser tout l'environnement technique et technologique qu'ils peuvent avoir, et des acteurs qui en sont encore au crayon au papier et qui découvrent tout juste l'usage des réseaux sociaux. Donc il faut faire attention à cette fracture numérique. On voit bien que ce numérique permet d'augmenter notre connaissance du secteur, notre gestion du secteur, encore une fois la personnalisation du secteur, des expériences voyageurs, pardon. Mais par contre, il faut essayer d'apporter tout le monde dans ce sens-là. Et cette fracture numérique, elle se fait par la formation, la connaissance et la compréhension de l'environnement, la maîtrise de ces environnements, mais aussi d'un point de vue économique. Toutes les villes ne sont pas sur la même... toutes les villes, tous les territoires et toutes les entreprises n'ont pas la même capacité à pouvoir utiliser ces technologies, et c'est souvent moins lié à une volonté qu'à une capacité de pouvoir monter en compétence sur ces technologies. Donc si on reprend juste par rapport à toutes les technologies qu'on a pu identifier juste avant, il faut faire attention à cet engouement. Et là, je vous ai partagé l'exemple de la courbe de Hype. Il faut faire attention à la représentativité que peuvent avoir ces technologies, notamment sur le big data. Le big data fonctionne bien, ça apporte de nombreuses informations, mais ça nécessite quand même d'être analysé, ça nécessite de prendre du recul et de la hauteur pour comprendre ce qu'on peut en extraire. Il faut faire attention à cette notion de gouvernance. Aujourd'hui, ces technologies permettent à des nouveaux acteurs de se positionner et donc à des contre-pouvoirs potentiels. Encore une fois, on n'est pas manichéen, hein, ce n'est pas noir ou blanc, mais potentiels d'avoir un impact sur la gestion des territoires et la gestion des activités touristiques. Et évidemment, il faut faire attention aussi à cette fracture numérique. Si on part dans cette notion de progrès, dans cette idée que les technologies, les sciences nous permettent d'améliorer les sociétés, alors il faut nous assurer que tout le monde ait bien cet usage-là. Et tout le monde, la limite par rapport à tout le monde, c'est que ce n'est pas tellement un manque de volonté, mais c'est surtout un manque de capacité. Et donc, il faut comprendre comment on gère ce manque de capacité.
Donc là, c'était un petit peu la première partie, juste autour des nouvelles technologies, les grandes technologies qui sont en train de transformer notre quotidien et les limites qu'on peut leur retrouver. Et ces limites, elles ne sont pas directement liées parfois à l'environnement, comme on pourra voir juste après, mais elles sont parfois plus liées à l'humain. Et on l'a bien dit, cette notion de tourisme durable, d'après l'Organisation mondiale du tourisme, il y a le pilier responsable. Il y a le pilier environnemental, c'est certain, mais il y a aussi le pilier économique et le pilier social. Et on se rend compte que ces technologies peuvent avoir un impact important sur le pilier social et sur la capacité des gens à comprendre et accompagner ces transformations numériques qui existent aujourd'hui. Donc lorsqu'on parle de tourisme durable, il faut faire attention de ne jamais trop réduire uniquement à cet aspect environnemental. Il y a aussi cette notion sociale. Dans une deuxième partie, on va plutôt questionner finalement l'intensité que peut avoir ces technologies dans l'expérience touristique. Pareil, dans le débat, on a tendance à dire que voilà, les technologies, ce sont les grandes technologies, le high-tech, et qu'en face, on va avoir la déconnexion, le durable, l'environnement. Sauf qu'on se rend compte que non, c'est pas construit en opposition. Donc, pour questionner l'intensité des technologies, on va d'abord partir sur le refus des technologies. Le fait de se construire, de construire des expériences touristiques en refus avec les technologies est étroitement lié aux technologies. Donc, c'est ce qu'on appelle la no-tech. La no-tech, globalement, ça va être un refus de l'expérience technologique pendant le voyage. On parle aussi de digital detox ou de digital free tourism. Donc, c'est une tendance qui identifie dans la déconnexion une source de bien-être et d'épanouissement personnel. On en parlait beaucoup en post-Covid, hein, évidemment, comme notre quotidien était organisé par le numérique, par les rencontres virtuelles. En post-Covid, on a questionné ce rapport au numérique. On a tendance à dire que le voyage, que l'expérience touristique, c'est une déconnexion du quotidien. Et si notre quotidien était uniquement numérique, alors notre voyage doit être en déconnexion numérique aussi. Donc là, en exemple, je vous ai partagé Out of Reach. Out of Reach, c'est une agence de voyage, un tour opérateur qui est spécialisé sur la déconnexion. Et là, je cite sa créatrice. Les voyageurs ont généralement une attente majeure lorsqu'ils passent par Out of Reach, c'est de couper de leur quotidien, couper de leur rythme effréné, couper du travail et couper du connu pour faire des découvertes. Ils ont un cahier des charges qui est assez intéressant pour essayer de poser les fondamentaux d'un séjour qu'ils appellent débranché, à savoir un cadre déconnecté ou déconnectant en pleine nature, donc des zones isolées qui n'ont pas forcément accès à la 5G, à la 4G, etc. Le refus d'avoir un portable lors de son expérience, de le déposer à l'entrée ou dans une boîte. Ensuite, un contenu qui connecte au territoire, à soi, aux autres. Encore une fois, cette notion de connexion, elle est toute relative. Elle peut être numérique avec l'usage des smartphones et du numérique, mais elle peut être aussi humaine. Comment se connecter à l'autre? Comment est-ce qu'on arrive à recréer ce lien avec les autres? Comment on arrive à recréer ce lien avec le territoire, avec l'environnement dans lequel on est? Puis un accompagnement bienveillant des voyageurs dans le souhait de déconnecter. Cette idée de considérer que la déconnexion ne se fait pas uniquement seule, mais qu'elle peut se faire via un groupe d'individus. Donc, dans cet usage des technologies, eh ben, il peut y avoir la construction radicale de cette opposition aux technologies en se disant l'expérience voyageur ne va pas se construire par les technologies. Par contre, la créatrice de Label Outreach précise bien que les technologies sont nécessaires quand même, ne serait-ce que pour le développement de son activité, parce qu'elle a un site internet, parce qu'elle va utiliser différents réseaux sociaux pour pouvoir commercialiser, communiquer sur la création de son offre, ou même pour pouvoir garder contact avec les voyageurs ou permettre aux voyageurs de garder contact entre eux. Donc on ne peut pas nier le fait que le numérique permette ces expériences de déconnexion. Donc, il a un lien avec cette expérience de déconnexion. Ensuite, donc, au-delà du no-tech, donc le refus des technologies, on peut avoir le low-tech, donc une technologie basse. C'est cette idée qu'en fait, on va re-questionner l'usage effréné des technologies dans l'expérience touristique. Alors, il y a différentes lectures de cette notion de low-tech. Donc, Fabrice Pavlak de Together précisait que
le low-tech, c'est une technologie qui peut être réparée, qui peut se réemployer, qui peut être recyclée. Concrètement, dans le tourisme, cette première lecture, elle est assez difficile à traduire. On peut avoir l'usage des tiers-lieux, par exemple. On pourrait considérer que c'est un peu du low-tech, mais c'est assez difficile à traduire concrètement. Par contre, dans cette notion de low-tech, il y a une deuxième lecture qui est plutôt questionner l'usage effréné de toutes les technologies, et notamment des mobilités. Et là, Fabrice Pavlak précisait toujours que lui, c'est un réseau d'agences réceptives internationales et que dans les offres qu'ils essayent de vendre et qu'ils essayent de construire avec ce réseau d'agences réceptives, ils ont supprimé les vols nationaux. Donc, on va pouvoir utiliser un vol international pour aller sur place. Par contre, ils ont supprimé de leur offre tous les vols nationaux qui permettent de faire le lien entre les villes. Et donc, finalement, cette notion de low-tech, c'est questionner tout l'usage des technologies, des nouvelles technologies que l'on peut voir au quotidien et se dire quand est-ce qu'elle est indispensable. Elle est indispensable pour se déplacer sur la destination et quand est-ce qu'elle est dispensable directement. Sur un vol national, pour visiter une destination, on n'a peut-être pas besoin de prendre l'avion pour tout visiter. Peut-être qu'on va prendre plus de temps sur une ville, peut-être qu'on peut prendre un train, un bus et qui feront aussi partie de l'expérience voyageur atypique, déconnectée et en lien avec ce que vivent réellement les habitants. Donc cette notion de low-tech est intéressante, pas tellement pour sa première lecture, parce que c'est un peu difficile à identifier aujourd'hui, avec cette notion de recyclage, mais plutôt sur cette idée de limiter l'usage des technologies, des grandes technologies comme l'aérien, dans l'expérience voyageur. Ensuite, on va avoir cette notion de Green IT, de numérique responsable qui émerge beaucoup aujourd'hui, à savoir, on sait que l'aérien pollue, il faut limiter l'usage de l'aérien, donc il n'y a plus de débat là-dessus, les données, les recherches, les enquêtes le montrent bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on peut questionner aussi d'autres technologies, à savoir notamment les sites internet, les images que l'on va mettre devant, les images immersives en 4K, en réalité virtuelle, etc., qui ont un impact évident sur l'environnement parce qu'ils vont consommer énormément d'énergie. Je cite Frédéric Bordage à propos du Green IT qui présentait certains sites de voyage comme de l'infobésité. C'est-à-dire que ces sites de voyage, parce qu'ils ont une volonté d'être très immersifs, avec des images, de très belles images, très colorées, de la vidéo, toujours plus de vidéos, crée une espèce de paradoxe où finalement on va utiliser de plus en plus de numérique, une consommation un peu effrénée du numérique, et que ça peut avoir un effet d'infobésité, de surplus qui n'est aujourd'hui pas nécessaire dans cette notion de tourisme responsable. Et Sarah Berthet précisait, Sarah Berthet est une consultante spécialisée dans le numérique responsable qui se charge notamment de la fresque du numérique. Elle disait qu'aujourd'hui, il existe des outils qui nous permettent justement d'analyser l'impact que peuvent avoir les vidéos, le référencement sur le numérique. Et donc, on a tous les outils pour essayer de limiter cet usage du numérique, ce surpoids qu'on peut avoir à travers les plateformes et de destination. Donc on a cette notion de no-tech, un refus des technologies, la notion de low-tech, la notion de numérique responsable, mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on est sur du high-tech, des hautes technologies, que l'on est forcément aussi en opposition avec le tourisme durable. Là, toujours sur le Stratego, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est MyTourLive. MyTourLive, c'est une start-up qui est spécialisée sur la visite immersive sur des destinations. Donc, par exemple, je souhaite visiter une ville à l'étranger. Je vais réserver la visite de ma ville à l'étranger. Je vais rester chez moi. Moi, je suis aujourd'hui à Aix-en-Provence. Et je sais qu'à 14 h, il va y avoir une visite de la ville avec un guide local. Et donc, le guide local va se connecter sur sa plateforme et donc on va pouvoir interagir avec lui, poser des questions et faire la visite avec lui sur la destination. Et on a sur un côté très responsable, très durable, parce que ça permet surtout à des populations qui n'auraient pas accès à ces visites, d'un point de vue économique ou d'un point de vue physique, de pouvoir découvrir ces destinations. Donc finalement,
un, il n'y a pas le déplacement qui est nécessaire, et deux, il n'y a pas l'impact économique, on va dire, que pourrait avoir ce déplacement pour le voyageur ou physique. Il disait dans ces nouvelles clientèles, il travaille de plus en plus avec des maisons de retraite qui permettent finalement à des personnes âgées qui ne partiraient pas de toute façon sur la destination de pouvoir s'évader le temps d'une visite et pour découvrir pour découvrir les richesses culturelles que peuvent avoir d'autres destinations. Donc My Tour Live, c'est tout à fait intéressant pour montrer que des hautes technologies, ici en réalité virtuelle, en live streaming, vont permettre à des voyageurs de pouvoir aller sur la destination, mais ça n'aura pas d'impact réel sur l'attractivité ou le manque d'attractivité d'une destination. Ce n'est pas parce qu'une personne va faire la visite pendant 1 heure virtuelle de la destination qu'elle y serait allée de toute façon. C'est comme si on disait qu'aujourd'hui, un reportage sur France 5 ou Arte nous empêche d'aller visiter une destination parce qu'on l'a déjà vu en vidéo. Non, ce n'est pas suffisant comme expérience du réel. Au contraire, c'est simplement fait pour pouvoir soit susciter l'intérêt en se disant mais en fait il y a plein de choses à faire et je souhaite y aller directement parce qu'il m'a montré toutes les caractéristiques d'une épicerie, d'une boulangerie ou autre et qu'on souhaite enrichir notre expérience et donc y aller, soit ça permet à des populations qui n'y seraient jamais allées et qui n'iront pas, de pouvoir au moins toucher du doigt, on va dire, un minimum d'expérience sur place. Le deuxième exemple que je vais partager, c'est Virtuo. Donc Virtuo, c'est une agence de location de voitures en free floating, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a des voitures qui se réservent directement via son smartphone. On n'a plus besoin de passer par un bureau pour pouvoir louer la voiture. Et eux, aujourd'hui, le discours, c'est de dire que finalement, en permettant et en facilitant l'usage des voitures, l'usage de la location de voitures, ça permet, notamment dans des villes, de ne pas avoir une voiture individuelle. Et on sait, pareil, les enquêtes le montrent, une voiture individuelle est très peu utilisée finalement. Et donc, en permettant l'usage d'une voiture partagée, la location d'une voiture partagée, ça permet de limiter l'utilisation, la création de voitures, et ça permet de limiter aussi l'usage de ces voitures sur la destination. Donc, on voit bien que ce soit la réalité augmentée, réalité virtuelle avec My Tour Live, là, vous m'entendez? Oui. On voit bien qu'en utilisant ces grandes technologies, on a un impact sur l'environnement et on a la capacité de pouvoir avoir un impact sur l'environnement ou sur l'aspect social que l'on souhaite construire, toujours autour de ce tourisme durable. Maintenant, je vais juste revenir sur cette notion de déconnexion aujourd'hui qui est assez importante et qui questionne pas mal au quotidien. C'est la même chose. On ne peut pas se dire que l'objectif aujourd'hui, c'est la déconnexion des voyageurs. C'est faire en sorte qu'ils soient totalement déconnectés des technologies. C'est un positionnement, et on l'a vu avec le label Out of Reach, mais ce n'est pas forcément ce vers quoi il faut aller, ou en tout cas on peut le questionner. Tout simplement parce que la technologie ont une importance aujourd'hui dans l'expérience voyageur. Déjà, l'importance de l'outil numérique. Aujourd'hui, le voyageur a son smartphone qui est greffé à la main, de toute façon, parce que de toute façon, en tant qu'usager au quotidien, on l'a. Donc, on ne peut pas forcer finalement le voyageur à lui dire bon, maintenant, tu lâches ton portable, et parce qu'il en a trop l'habitude, parce que c'est trop lié à son quotidien. Je vois qu'il y a une question. Il y a le partage d'écran oui. qui est... il a sauté. Moi, je l'ai bien. Moi, je l'ai. Je pense que c'est plutôt la personne qui a un souci. Ok, donc je continue et vous me dites si d'autres personnes n'ont plus le partage d'écran. Ok, donc l'importance de l'outil numérique. Si on l'a au quotidien, on ne peut pas simplement se positionner et dire bah voilà, notre objectif, ça va être de vous faire lâcher le portable. Non, si les habitudes du voyageur sont liées à son portable, il peut garder ses habitudes qui sont liées à ces technologies. Ensuite, l'importance du souvenir. Oui, effectivement, l'usage du smartphone, il est important dans l'expérience de voyage parce qu'il y a cette notion de prendre des photos et de pouvoir les partager, notamment. Donc,
Ok, ça fonctionne. Et de pouvoir les partager. Donc, c'est la même chose. On pourrait dire, oui, mais vous allez prendre des photos à travers un vieux réflexe et ce sera suffisant. Non, aujourd'hui, l'usage, il est vraiment tourné autour du numérique et il y a cette volonté de pouvoir capturer une destination et de la partager auprès de son entourage. Alors, ça passe évidemment par les réseaux sociaux avec toutes les limites qu'on pourra avoir après, mais il y a cette volonté de capter ces destinations-là et de les partager par la suite. Ensuite, l'importance de la non-déconnexion. Bon, on n'a pas tous les mêmes quotidiens et pour certains, l'expérience de voyage, elle ne peut pas être totalement déconnectée parce qu'on va continuer à lire des mails, on va continuer à essayer de vérifier ce qui se passe dans son entreprise, dans son service ou autre. Donc, la non-déconnexion n'est pas pertinente pour tout le monde ou parce qu'on sait qu'on va avoir un entourage en difficulté et qu'on a besoin d'être présent si c'est nécessaire. Donc, la non-déconnexion n'est pas souhaitée ni souhaitable pour tout le monde. Ensuite, l'importance du divertissement, tout simplement. En salle d'attente, à l'aéroport ou en attendant notre train, oui, le smartphone peut être l'allié indispensable pour pouvoir se divertir. Et enfin, l'importance de l'expérience. Oui, le numérique aujourd'hui reste quand même un moyen d'améliorer l'expérience voyageur. C'est ce qu'on verra juste après, avec l'usage de technologies, avec la gamification, par exemple, la mise en jeu d'expériences sur place. Donc, dans cette notion de no-tech à high-tech, encore une fois, c'est difficile de se positionner. Ça va vraiment dépendre de l'expérience du voyageur et de l'expérience que la destination souhaite créer. Et ce qui est sûr, c'est que dans ce refus des technologies, dans cette volonté de faire de la digital detox, ça ne veut pas correspondre à tout le monde. Et encore une fois, cette notion de digital detox, elle doit être un petit peu mesurée. Pour autant, il y a des déviances qui sont assez importantes au niveau des technologies. Et là, c'est surtout lié à l'individu. Ce n'est pas tellement lié à l'expérience du voyageur, à savoir comment les destinations, les acteurs vont utiliser des technologies pour améliorer l'expérience, mais c'est plus la manière dont l'individu va utiliser les technologies pour sa propre expérience. Et là, c'est surtout lié aux réseaux sociaux. Donc, l'impact majeur que peuvent avoir les technologies sur l'expérience des voyageurs va être finalement l'enfermement du voyageur sur l'usage des réseaux sociaux et ce besoin constant qu'il peut avoir de tout relater et de tout relater en direct. Donc la limite principale, c'est qu'on va négliger les interactions réelles au profit d'une interaction finalement soit fictive, soit numérique, et surtout qu'on va créer un sentiment de dépendance, un mécanisme de dépendance toujours plus important autour des réseaux sociaux, avec ce besoin, encore une fois, de tout relater, de relater son restaurant, son activité, sa chambre d'hôtel, sa mobilité, de toujours se mettre en scène et donc de penser uniquement à la représentation qu'on pourrait avoir plus qu'à l'expérience réelle que l'on pourrait avoir sur place. Donc ça, c'est une limite qui est assez importante. C'est sans doute la majeure et celle qui nuirait le plus à l'expérience du voyageur. Bon, très rapidement, en plus, cette expérience qui est créée par les réseaux sociaux, ou en tout cas cette expérience un peu fictive qui est créée par les réseaux sociaux, elle est totalement en opposition avec les motivations et les ressentis que souhaitent avoir les voyageurs. Si on prend les motivations des voyageurs, lorsqu'ils recherchent par exemple la déconnexion, il y a une volonté d'évasion, d'épanouissement personnel, de santé, de bien-être et de relation avec les autres, et qui ne se retrouveraient pas forcément avec l'usage du numérique et avec l'usage des réseaux sociaux. Notre recherche questionnait un petit peu l'expérience et les ressentis de l'expérience avec une volonté d'avoir une appréciation de la beauté, de l'excellence, de l'intelligence sociale, de l'ouverture d'esprit. Et ils présentent ça comme des atouts de la déconnexion. Donc on voit que tous ces termes qui sont ici identifiés en gras permettent un petit peu de questionner l'intérêt de cette déconnexion. Et on est en opposition totale avec ce que l'on construit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a une recherche qui est assez intéressante en 2019 qui disait finalement, si les réseaux sociaux créent une addiction, est-ce qu'on ne doit pas la traiter de la même manière qu'une drogue? Aujourd'hui, on est un petit peu dans cette idée-là. Et donc, ils ont étudié un groupement d'individus lors d'une digital detox. Donc, c'était 15 jours
un voyage de 15 jours sans portable. Et ils ont essayé de comprendre finalement les différentes étapes par lesquelles passaient les individus. Et effectivement, les différentes étapes sont similaires à n'importe quelle drogue aujourd'hui. Donc, il y avait tout d'abord des symptômes de sevrage avec de l'anxiété et de la frustration. Donc, les voyageurs, lorsqu'ils ont commencé à lâcher leur portable, ont d'abord eu un sentiment d'anxiété et de frustration, très directement lié au sevrage. Ensuite, lorsque cette première étape est passée, ils ont eu un sentiment partagé de libération, avec un réengagement social, donc un lien avec les autres, une discussion avec les autres qui était un peu plus important, et une volonté d'échanger avec les autres. Effectivement, comme on ne peut plus échanger via son smartphone avec un entourage qui est plus loin, les échanges se sont concentrés sur les personnes qui étaient aux alentours, donc sur la discussion que l'on pouvait avoir avec le groupe d'individus aux alentours. Et enfin, une acceptation de la déconnexion et finalement une réévaluation des technologies. Finalement, se dire que voilà, on utilise notre portable au quotidien, on va le partager, on va partager nos souvenirs. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la manière dont je souhaite construire mes liens sociaux? Est-ce que c'est la manière dont je souhaite évoluer aujourd'hui? Donc, c'est simplement dans un troisième temps, une fois qu'on a commencé à recréer ce lien social, qu'on se questionne sur l'usage de ces technologies, sur la manière dont on souhaite les utiliser au quotidien. Ensuite, bon, simplement, encore une fois, c'est pas parce qu'on va questionner ces technologies qu'on va les remettre en question directement. On n'essaie pas de construire en opposition ces technologies avec une expérience durable, une expérience de déconnexion. Cet usage des technologies a un intérêt, a un impact qui est plutôt positif pour les voyageurs, mais il faut vraiment essayer de les questionner et de les limiter. Donc, ce n'est pas vraiment directement l'usage du numérique qui est remis en question, mais c'est plutôt la manière dont ce numérique peut créer des expériences et peut relater parfois des expériences. Je ne vais pas aller plus loin sur cet aspect-là. OK. Déjà, est-ce qu'il y a des questions ou pas, ou des retours sur cet usage des technologies dans l'expérience touristique? C'est cette construction qu'on peut avoir de l'expérience durable, à savoir qu'il y a un aspect social, environnemental et économique, et que tous ces piliers doivent être questionnés. Et dans le débat, on a tendance à beaucoup penser à l'aspect environnemental, mais il faut vraiment essayer de comprendre aussi cet aspect social et cette expérience sociale que l'on souhaite construire. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde ou pas? Oui. Ok. Très bien. Ensuite, je vais passer très rapidement sur cette partie inspiration des technologies. L'idée, c'est de dire que finalement, ces technologies ne se construisent plus uniquement en opposition à l'environnement, parce que bien souvent, il vient s'en inspirer. C'est un peu la tendance qu'on voit apparaître de plus en plus à travers le biomimétisme. Cette idée que finalement, les technologies vont s'inspirer et reproduire des comportements soit animaux, soit végétales, pour essayer de s'inspirer et d'améliorer le quotidien de vie des résidents, des voyageurs, etc. Je vais passer très rapidement sur cet aspect-là. Voilà. Donc, simplement sur cette notion d'environnement et de technologie, on voit qu'aujourd'hui, il y a une espèce un peu comme un paradoxe où finalement ces technologies vont s'inspirer maintenant de l'environnement pour pouvoir améliorer les quotidiens. On le voit très bien sur les transports. Donc là, je vous ai mis 2 exemples en photo, que ce soit la winglet dans l'aérien. Donc c'est celle qui fait référence au rapace, c'est la plume, la dernière plume qu'ils ont dans leur aile qui leur permet de stabiliser leur vol. On le voit ici sur le Shinkansen, donc le TGV japonais, avec ces becs qui ressemblent à des becs de pélican. C'est une train qui ressemble à des becs de pélican et qui vient permettre de gagner en aérodynamisme et qui permet de gagner du temps. Donc aujourd'hui, ces transports vont s'inspirer de plus en plus de l'environnement pour essayer de gagner en performance. C'est la même chose pour l'architecture.
Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. On voit très bien avec aujourd'hui les jardins de Singapour qui vont reproduire et abriter des écosystèmes entiers en s'inspirant toujours de la nature. Donc, ils vont bien essayer de créer ce lien entre l'environnement et les technologies pour construire des environnements qui sont entiers. On le voit aussi avec la construction de quartiers éco-responsables, notamment dans les smart cities, avec cette idée que plus on va mesurer et multiplier les indicateurs sur la connaissance d'une destination, plus on va pouvoir la maîtriser et avoir un impact sur elle, et notamment un impact favorable qui est souhaitable. Et là, plutôt conceptuel, on a de plus en plus une volonté d'aller conquérir des nouveaux territoires et de s'inspirer de ce qu'on peut avoir, à savoir des îles de manière générale. Mais là, c'est plutôt conceptuel, et toute cette notion d'hôtel flottant que l'on voit de plus en plus reste la plupart du temps au terme de fantasme. La robotisation et l'intelligence artificielle, bon, pareil, cette idée qu'on va reproduire l'environnement à travers la robotisation. Bon, on n'y est pas encore, hein. Si on prend l'exemple aujourd'hui des robots qui sont le plus avancés, qui sont créés par l'entreprise Boston Dynamics, aucun ne semble être présent dans l'expérience touristique. Alors, récemment, on a vu Disney proposer ce robot lapin pour essayer d'accompagner les voyageurs. Bon, les réactions ont été assez mitigées et plutôt froides d'ailleurs, en se disant, mais en fait, est-ce que c'est ça l'imaginaire touristique que l'on souhaite construire? Est-ce que là, vraiment, ça a un impact pertinent? Est-ce que l'image du lapin, qui est vraiment sur la nature, qui est vraiment doux, etc., ici est représentée parfaitement par le robot? Sans doute pas. Donc, encore une fois, cette notion de robotisation, d'intelligence artificielle, elle est intéressante, avec cette volonté de reproduire la nature. Par contre, on n'y est pas encore. Donc, on a encore des pas à faire, et sans doute, ce n'est pas ce vers quoi on souhaite aller. Ensuite, il y a cette idée que les technologies vont nous permettre d'améliorer notre capacité humaine, que la nature nous a donné une capacité, qu'on va pouvoir essayer de l'augmenter. Là, aujourd'hui, il y a cette volonté de développer des exosquelettes, par exemple, mais là, mais pareil, c'est quelque chose qui est très limité et qui a un intérêt très faible pour le tourisme. Ça permettrait peut-être d'aller grimper un peu mieux certains monts, certaines montagnes, mais c'est très limité. C'est un impact qui, aujourd'hui, ne semble pas être du tout une priorité pour l'expérience touristique. Donc, simplement, si on reprend rapidement sur cette deuxième partie, on voit bien que les technologies, elles ont des intensités qui sont un peu différentes. Ça va du no-tech, du low-tech au high-tech. On voit aussi qu'il faut relativiser l'impact des technologies sur l'expérience voyageur, que oui, c'est bien de déconnecter et de faire cette recherche de déconnexion parce que plus durable, parce que plus responsable, parce que plus social, mais que ça va vraiment dépendre du voyageur, que ça va vraiment dépendre de la destination aussi. Et sur ce lien alors, un peu plus anecdotique entre l'environnement et les technologies, on a un aspect un peu ironique où finalement cette grande technologie, cette high-tech, va aussi s'inspirer de l'environnement aujourd'hui pour reproduire ces mécanismes. Donc il y a vraiment une volonté de retour à la nature, même via des technologies de pointe. Maintenant, je vais passer plutôt sur la troisième partie, à savoir comment les technologies, quelles initiatives ont pu permettre de faire gagner en performance ou en visibilité des destinations touristiques ou des entreprises, à savoir l'usage des technologies dans le développement durable. Donc, on voit finalement que les nouvelles technologies, elles ont un sens et elles ont vraiment un intérêt à exister dans le secteur du tourisme, et notamment pour cette vision durable, notamment parce qu'elles permettent de rendre visibles des actions, de rendre visibles des initiatives. Bon, simplement, par exemple, avec l'usage des réseaux sociaux, ou la création de sites internet. On a tous en tête Voyageons autrement, on est tous abonnés, je pense, à la newsletter, et ça nous permet de prendre connaissance au quotidien des actions qui sont prises autour du tourisme durable. Il peut y avoir des actions de communication aussi qui sont intéressantes. J'ai pris ici l'exemple de WWF qui avait identifié une limite sur Instagram, notamment avec des hashtags de géolocalisation, où finalement on a des destinations qui d'un coup devenaient très visibles
et n'étaient plus en capacité de pouvoir accueillir autant de visiteurs et donc étaient dénaturés. Et donc, ils ont créé un hashtag fictif qui permettait finalement de ne pas préciser où était la destination et de faire un lien avec les initiatives de WWF directement. Donc, on peut jouer avec les codes des réseaux sociaux pour sensibiliser, pour rendre visibles certaines actions. Ensuite, le poids des commentaires peut avoir un impact aussi sur la manière dont on va construire l'offre touristique. Si on prend donc les commentaires, les initiatives des voyageurs, il y a une volonté aujourd'hui de partir sur ce tourisme durable, mais le frein principal, il est surtout lié à l'offre qui ne correspond peut-être pas aujourd'hui aux attentes, soit d'un point de vue économique, soit d'un point de vue visibilité, de nouveau. Et on le voit, hein, il y en a plusieurs plateformes qui émergent, Fairmove, Oiseaux de Passage, etc., qui se positionnent pour essayer de rassembler et de structurer cette offre durable pour permettre à chacun de vraiment partir sur cette notion durable. Un autre point, c'est plutôt les indicateurs qui viennent valoriser les offres touristiques durables qui existent déjà. Je vous ai mis ici le logo de Booking Travel Sustainable, ou en passant sur la plateforme Booking, alors est-ce que c'est du greenwashing ou pas, ça c'est encore autre chose. En passant par la plateforme Booking, on va pouvoir essayer d'identifier et de différencier les hôtels qui vont avoir un engagement un peu plus durable. Donc on voit bien qu'il y a une pression qui est toujours plus importante de la demande et qui permet de transformer finalement un petit peu ce secteur. Ensuite, ça permet une approche plus collaborative des acteurs. On l'avait très bien vu juste après la crise sanitaire, et c'était l'exemple même de Respire, l'association qui rassemble différentes initiatives durables, où finalement, ces technologies de l'information et de la communication permettent aux acteurs de se rassembler, permettent de travailler ensemble. Je vous ai mis le deuxième logo, Digital Green Tourism, c'est la même chose, où finalement, ça permet d'avoir des approches structurées à l'échelle nationale autour d'une même vision, ce qui ne serait pas forcément le cas sans outils, sans technologie de l'information et de la communication. Aussi, ça permet de valoriser certaines pratiques, notamment à travers les plateformes d'échange. C'était comme ça que Blablacar a pu émerger, avec une offre qui était disponible et une demande qui était toujours présente. C'est la même chose pour le couchsurfing, c'est la même chose pour les oiseaux de passage. Cette idée que finalement, on va pouvoir utiliser des plateformes qui vont rassembler des prestations avec des engagements qui sont communs, avec une pratique et une communauté d'échange qui sont similaires. Ensuite, ça permet aussi une meilleure gestion des ressources touristiques. Finalement, c'est notamment avec les initiatives de Smart Tourism ou de Smart City, en multipliant les indicateurs, en multipliant les initiatives aujourd'hui qui sont permis par les technologies, on va pouvoir aller améliorer notre gestion des ressources, notre gestion des flux de manière générale. Donc, on le voit à l'échelle européenne, on a un label qui s'appelle European Capital of Smart Tourism qui essaye à chaque fois de valoriser ces différentes initiatives et plutôt positives, et dans lesquelles il y a une forte dimension de digitalisation et de numérique. Et on voit bien qu'à chaque fois, le numérique n'est pas là uniquement pour pouvoir se valoriser d'être numérique, mais bien pour accompagner des initiatives et la concrétisation de ces initiatives. Il manque Mover, effectivement. Alors, je le note et je le rajouterai. Donc, on a de plus en plus, de toute façon, de plateformes aujourd'hui, et c'est bon signe. Ça montre que la demande est écoutée, et surtout qu'on ne peut pas construire un secteur d'activité sans une offre qui se structure. Et ces plateformes vont permettre de structurer une offre, de la valoriser autour d'une communauté d'intérêt commun. Ensuite, gestion des flux touristiques. Une difficulté dans la gestion des flux touristiques, c'est qu'on ne peut pas maîtriser les flux des voyageurs sans technologie, parce qu'on ne peut pas le comprendre, parce que ces flux sont individuels, et donc seul le big data, seuls les outils numériques nous permettent d'avoir une bonne compréhension de tous ces flux. Et on voit qu'il y a des initiatives qui sont assez intéressantes, qui se positionnent là-dessus, sur cette gestion des flux et cette meilleure connaissance des flux.
Alors, pour la connaissance des flux, on a l'application Affluence, donc, qui a été surtout utilisée au départ pour essayer de comprendre l'affluence des étudiants dans les bibliothèques, et aujourd'hui se positionne pour les territoires, pour essayer de comprendre finalement sur un périmètre qui est identifié, est-ce qu'on peut déjà mesurer l'affluence des voyageurs pour essayer de comprendre ensuite comment on peut agir sur cette affluence. Mais la première étape, c'est bien la connaissance c'est bien la connaissance de ces flux de voyageurs. Ensuite, on peut essayer de modifier ces flux de voyageurs. C'était le cas de Waze ou de Google. Sur Waze, par exemple, avec une initiative qui avait été mise en place dans le sud de la France, lorsque certains sites touristiques étaient saturés, par exemple, Waze pouvait proposer d'autres activités si on avait mis la destination touristique comme point d'arrivée. Donc finalement, ils pouvaient nous proposer un restaurant, une autre activité pour nous dire, voilà, sur votre chemin, vous avez autre chose à faire. Donc ça permet d'influencer finalement le voyageur sur son comportement de voyage. Ensuite, plutôt Google Maps, lorsqu'on va mettre en place un itinéraire, on peut mettre en place un critère où on va demander le plus économe, par exemple, ou celui qui aura donc l'impact environnemental le plus faible. On sait qu'on va utiliser la voiture, on sait qu'on n'aura peut-être pas le choix de l'utiliser. Par contre, on peut essayer de prendre le trajet qui aura le moins d'impact carbone. C'est un peu anecdotique, mais ça reste des initiatives qui sont à noter. Enfin, ça permet d'augmenter l'expérience. Ces initiatives permettent d'augmenter l'expérience. On l'avait vu par exemple avec Pokémon Go, où ça a permis à des résidents de sortir de chez eux, à des communautés de se rassembler. Et aujourd'hui encore, on a toute une communauté qui se rassemble pour pouvoir jouer à ce jeu. Et plusieurs recherches montrent que ça a un impact bénéfique pour les personnes qui avaient tendance à être sédentaires, donc qui restaient chez eux. Et le Pokémon Go a permis de revivre un petit peu, de ressortir de chez soi et donc de découvrir l'environnement dans lequel on habite, parce qu'on allait découvrir une statue, parce qu'on allait découvrir un parc, parce qu'on allait prendre des rues qu'on ne connaissait pas. Donc ça a permis de gamifier, de mettre en jeu notre quotidien et notre rapport à la ville. Et c'est la même chose pour le géocaching, c'est le logo vert qui est à côté, avec cette idée qu'on va utiliser la technologie pour créer une espèce de carte au trésor au quotidien où on va cacher des objets un petit peu partout et on va essayer de les retrouver. Et là, l'expérience, c'est bien quelque chose qui est lié à l'environnement, où on va essayer de gratter dans une forêt, par exemple, des feuilles pour retrouver un objet caché, mais c'est bien du numérique qui le permet aujourd'hui. Donc on voit bien que cette notion de numérique permet d'augmenter l'expérience voyageur. Enfin, dans certains cas, c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est que ce numérique permet de se substituer au voyage, et ce n'est pas tellement dans une volonté de le remplacer, les acteurs du numérique ou du virtuel ne sont pas là-dessus, mais c'est vraiment pour pouvoir soit le rendre visible, soit le permettre à tous. Typiquement, l'ascension virtuelle du Mont Blanc, aujourd'hui, permet à chacun de pouvoir le vivre, mais ça ne viendra pas remplacer cette expérience du réel. Ceux qui souhaitent gravir le Mont Blanc ne se satisferont pas d'une simple ascension virtuelle. Pareil, ça permet de découvrir des lieux qui sont fermés. C'était le cas pendant la crise sanitaire, la visite virtuelle du tombeau du pharaon Ramsès VI, où il était possible de pouvoir le découvrir, là où seulement quelques-uns pouvaient y aller. Donc finalement, cette notion de virtuel permet de se substituer au voyage, mais pas de le remplacer. Seulement dans certains cas, soit avec une motivation économique, une motivation plutôt sociale, ou simplement pour pouvoir rendre visibles les destinations. Voilà. J'ai terminé sur ma présentation. Juste rapidement pour conclure, est-ce que les technologies contribuent-elles au développement durable du tourisme ? L'objet de cette présentation n'était pas de uniquement montrer que les technologies permettent d'améliorer la gestion d'un environnement, mais de rappeler que dans cette notion de tourisme durable, de ce tourisme responsable, le numérique a une part importante aujourd'hui. Et par contre, il faut accepter que ce numérique peut se perdre parfois, dans le sens où des fois on va faire des tests, des fois on peut manquer de cohérence, des fois il faut ouvrir la discussion pour savoir si ce numérique il est pertinent ou si il ne l'est pas. Voilà. Si vous avez des questions, je reste disponible, et sinon je crois que Anne-Christine a partagé un questionnaire de satisfaction. Voilà. Merci. Exactement. Merci Cyril. Effectivement, je vous invite d'abord à poser vos questions si vous en avez. Merci de
cette présentation très complète. N'hésitez pas à poser vos questions à Cyril et à remplir le questionnaire de satisfaction que vous a proposé Anne-Christine. Est-ce que quelqu'un a des questions? Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. De rien, c'est normal. Toujours passionnant, Cyril. La difficulté sur cette thématique, à savoir tourisme durable et numérique, bon, je me répète, hein, mais c'est vraiment cette construction un peu manichéenne avec d'un côté le gentil, d'un côté les méchants, d'un côté le numérique, d'un côté l'environnement. Et en fait, on se rend compte que pas du tout, et que les initiatives qui marchent arrivent à construire cet équilibre entre ce numérique et cet engagement social, cet engagement environnemental et cet engagement économique que peuvent avoir les acteurs. Et la difficulté, donc, ce n'est pas de dire, bah voilà, telle initiative est intéressante, telle initiative est exemplaire, telle initiative doit être reproduite, mais plutôt de considérer, bah, finalement, au regard de nous, nos activités respectives, comment on peut essayer comment le numérique peut nous aider à mettre en place, atteindre nos objectifs. Alors, il y a une question ou une remarque sur les applis. Je lis, rien n'a été dit sur les applications, par exemple, sur les applications géolocalisées de randonnée. Effectivement, c'était un peu dans la mise en jeu où le lien que j'avais fait avec le géocaching, où l'application permet d'augmenter une expérience de visite. Et vous avez tout à fait raison, une application de randonnée permet d'augmenter cette expérience de visite vous le précisez bien, en identifiant des balades ou des points d'intérêt qu'on n'aurait pas identifiés dès le départ. C'est un bon exemple. On ne pouvait pas tout présenter, mais c'est un bon exemple, oui. J'ai une question. Ah pardon, vas-y Fabrice. Non, moi je te remercie Cyril d'avoir fait le penchant effectivement avec la Smart City, avec les nouvelles technologies, avec le greenwashing effectivement qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à lier en fait une Smart City avec un tourisme qui n'est pas du tout dédié, alors que c'est pas du tout le cas. Justement, le but, comme nous à ici, c'est que on est très impliqué. Une smart city n'est pas que le digital. Une smart city, c'est aussi des technologies, des nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, nous, on les montre aux touristes, qu'ils soient business ou qu'ils soient loisirs. La preuve en est, puisqu'on a été coup de cœur pour le challenge ADN Tourisme, on était le seul territoire urbain et en plus smart city à avoir été coup de cœur. Donc, comme quoi tout est possible. Et effectivement, je crois que le greenwashing, à un moment donné, il faut temporiser, temporiser un peu le terme. Donc, tout est possible, effectivement, avec les nouvelles technos et avec le tourisme durable. Exactement, c'était un peu ce qui était rappelé par la slide précisée par Chloé Rezlan. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de définition commune qui est clairement identifiée, même si on a des consensus qui peuvent exister, c'est parfois difficile de savoir quand est-ce qu'on fait du greenwashing ou non et quand est-ce qu'on peut juger qu'une initiative l'est ou non. Et souvent, les démarches sont rarement dans une volonté de greenwashing. Il y a cette volonté de bien faire et cette volonté de construire les choses bien. Et il y a des raccourcis qui sont créés et qui n'ont pas lieu d'être. Donc, et c'est l'exemple que tu précises est tout à fait intéressant. J'ai une question, alors elle est peut-être un peu trop technique. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse ou les éléments de réponse. Le principal problème des technologies, notamment du numérique pour l'environnement, c'est les serveurs, la consommation énergétique des serveurs que ça peut provoquer. Je ne sais pas s'il y a des initiatives qui sont faites pour réduire comment dire, ces externalisations négatives des serveurs, ces consommations énergétiques pour les réduire ou les réutiliser. Oui, là, en fait, il faut questionner à chaque fois les différentes technologies. On prenait l'exemple tout à l'heure de Together, donc le réseau d'agences réceptives qui considère que la technologie majeure qui a un impact sur l'environnement, c'est l'aérien, donc on réduit fortement l'aérien. Ensuite, on peut se dire que ce sont les technologies de l'information et de la communication, à savoir les réseaux sociaux, qui vont avoir un impact sur l'environnement. Donc là, l'initiative va être déjà de mesurer l'impact que peut avoir cet usage du numérique. Et ça passe par les sites de destination. Et aujourd'hui, il existe
des applications qui permettent de mesurer cet impact-là. Et donc, on peut essayer de mettre en place des stratégies de numérique responsable pour réduire cet usage du numérique. Et ensuite, c'est à titre individuel. On sait que le numérique a une consommation d'énergie qui peut être importante. Comment, en tant que voyageur, on peut essayer de sensibiliser le voyageur à la maîtrise de ce numérique. Je prends l'exemple, je vais faire un parallèle avec l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, aujourd'hui, de plus en plus, on demande aux voyageurs d'utiliser de moins en moins d'eau. C'est la même chose aussi pour la gestion de l'électricité. Est-ce qu'on doit aussi, à terme, partir dans cette volonté-là de les encourager à réduire leur usage du numérique? Donc, en fait, dans cette réduction du numérique, il faut questionner quelle technologie, quel numérique. Il faut identifier quelle technologie et quel numérique on va questionner, et ensuite quelle action on peut mettre en place. Et la plupart du temps, il y en a. Et des fois, ce sont plus des choix. On prend l'avion ou on ne prend pas l'avion, on utilise une application mobile ou pas, et on réduit au quotidien notre usage des technologies. Il y a une question de Jean-Michel Comté. Vous avez levé la main, je ne sais pas si... Bonjour, non, c'était pour apporter un complément sur ce que vient de dire Cyril, mais il l'a très bien expliqué juste sur la consommation des serveurs. Sachez que, par exemple, je prends le cas pour Orange Business, il y a une horizon, donc, émission zéro en 2025 sur tous nos serveurs, enfin tous nos data centers au niveau du traitement du big data. Voilà, un exemple concret, c'est-à-dire qu'on peut fournir l'information, mais avec une empreinte carbone zéro. Merci. Donc, Merci. Cyril, Cyril, vous avez dit qu'il est possible pour les professionnels du tourisme et les institutions comme les nôtres de mesurer l'impact carbone de leur site, la consommation, et donc de prendre des mesures pour réduire notamment ce que vous disiez tout à l'heure, la taille des photos, des vidéos, ce genre de choses. Et de le mesurer. C'est ça. La première étape, déjà, c'est de le mesurer. Avant de prendre des actions, c'est d'en avoir conscience. Et la plupart du temps, l'objectif principal, c'est de valoriser la destination. Et aujourd'hui, comment on valorise une destination? On est dans la tendance de une image vaut 1000 mots et une vidéo encore plus. Donc, on est sur une tendance très immersive en développant des images en 4K très nettes, très lumineuses. Et aujourd'hui, donc déjà, si on arrive à mesurer ça, donc il y a des applications, je ne l'ai plus en tête, par contre, je pourrais vous la repartager, qui permettent de le mesurer. Et ensuite, on peut être accompagné. Donc, il y a de plus en plus d'organismes, de responsables numériques qui sont mis en place et qui peuvent justement permettre de réduire l'usage du numérique des sites Internet sans réduire pour autant la qualité immersive, sans réduire pour autant la visibilité que peut avoir une destination. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas. Sinon, je vous invite toujours, c'est dans le fil de la conversation, à vous connecter à bicast.live pour pouvoir remplir le questionnaire de satisfaction. Et je partage entre-temps Big Data in Tourism Research. Pardon, oui, je lis la conversation également. Donc, merci de ces références bibliographiques. Oui, allez-y. Là, la recherche est tout à fait intéressante. La difficulté, c'est qu'elle n'est pas en open access. Donc, vous pouvez y avoir accès normalement avec vos codes universitaires sur Sciences Direct, ou sinon vous pouvez me contacter, je vous l'enverrai en PDF. Bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. Non, moi je veux juste te dire, Fabrice, effectivement, je trouve très intéressante le fait d'avoir abordé le sujet de la gouvernance, Cyril, sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs dans ma thèse que je t'enverrai, que je soutiens vendredi. Voilà. Oh. Et je pense que la gouvernance, effectivement, est un vaste sujet sur l'évolution, effectivement, des nouvelles technos, mais aussi l'évolution du tourisme institutionnel. Donc, c'était pour moi très important, effectivement, que tu l'as abordé là-dessus. Donc, ouais, c'est super intéressant. C'est un gros sujet, donc hâte de lire les... Oh là, oui. Merci Emmanuel, et bon courage pour
Ouais. pour ta thèse. Alors oui, il y a une question de Victor Anduze. Je ne sais pas si vous la voyez, Cyril, et si on peut y répondre maintenant, c'est peut-être un peu... Oui, cette opacité, pour ainsi dire, des processus d'obtention des données massives représente un problème à votre avis. Oui, c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure dans le fantasme qu'on a autour du big data, cette idée que les données vont permettre de représenter parfaitement les territoires, les destinations, les comportements des voyageurs. Et la recherche de 2016 le rappelait, aujourd'hui, aucune base de données, aussi importante soit-elle, ne représente réellement une destination. Donc, de toute façon, il faut partir du principe qu'on n'aura pas une parfaite connaissance des territoires à travers les données. Pour autant, ça peut nous donner des tendances, ça peut nous donner une connaissance des territoires. Donc, on peut essayer déjà d'analyser ces données, d'avoir une bonne compréhension de ces données et avoir une réserve sur leur représentativité. Mais les tendances, par contre, restent toujours intéressantes. Mais il faudrait que je discute un peu plus avec vous pour revenir sur l'exemple, pour être sûr de comprendre et de le maîtriser. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et merci beaucoup, Cyril. C'était très intéressant. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce webinaire en replay très bientôt dès qu'Anne-Christine aura pu le mettre en ligne sur notre site pro. Merci Anne-Christine de l'organisation de ce webinaire. Je vous souhaite toutes et tous une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.